Bonjour les amis, ambiance de folie ici sur le marché de Noël de Ribeauvillé. Il faut dire que le climat est de la partie, c'est très hivernal aujourd'hui, un petit peu voilé, mais dans les cœurs, toute la chaleur. Côté cuisine, on va avoir Michaela Peters, une chef qui vient nous faire une recette très alsacienne de côtelettes de sanglier avec du chou rouge compoté et des knepfla. Des knepfla, c'est en fait une pâte maison très moelleuse, vous verrez, c'est absolument délicieux. Nos chroniqueuses sont déjà sur le terrain, Elena et Nathalie. Elena est dans les rues de Rijswijk, elle nous fait découvrir ses meilleurs plans si vous voulez passer un bon séjour à Rijswijk. Bonjour Elena. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors mes bonnes adresses, elles se trouvent ici, à Rijswijk, tout près de Ribeauvillé, une petite perle posée entre la forêt et le vignoble alsacien, un village au charme fou que l'on va découvrir ensemble. Merci Elena. Tout de suite, de son côté, Nathalie Schrein-Gierman, notre ambassadrice du Made in France, est allée voir à Kaysersberg un artisan qui est chargé d'embellir nos sapins de Noël. Bonjour Nathalie. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Je peux vous dire que ici, dans cette verrerie incontournable à Kaysersberg, KB pour les intimes, la magie de Noël, elle opère tout de suite. Regardez autour de moi, il n'y a que des œuvres d'art. Et même la traditionnelle boule de Noël en verre est une œuvre d'art. Et bien tout à l'heure, vous saurez tout sur sa fabrication. Et puis dans notre émission aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Delphine Vespizer, Delphine qui a été Miss France, mais d'abord Miss Alsace, et qui est ambassadrice de cette région qu'elle a réellement dans le cœur. Une autre qui est habitée par l'Alsace, c'est notre camarade Stéphanie Malorand de France 3 Alsace. Elle aussi, on peut dire qu'elle a son Alsace dans le cœur. Oui, j'ai le cœur qui palpite surtout quand je vois comment la façon dont les Alsaciens se mobilisent pour faire vivre leur région, notamment à cette période avec les marchés de Noël, dont celui-ci, celui de Ribeauvillé, qui est atypique, particulier parce qu'il est médiéval, il n'est pas tout à fait comme les autres. Ici, eh bien, il y a les danseurs, les saltimbanques, les baladins, et puis il y a aussi toutes ces associations qui se mobilisent parce que, en fait, elles récupèrent l'argent ici qui va leur permettre de financer le Pfefferdaille pour le 1er septembre. Donc c'est très important ce marché de Noël pour eux aujourd'hui. On y voit beaucoup de choses et par exemple du sanglier, des cervois. C'est plus qu'un spectacle de rue, c'est une vraie fête. Ah mais carrément une fête, j'ai envie de dire. Bonjour mesdames, bonjour chef, bonjour Delphine, bonjour. Bienvenue dans l'émission. Merci. Alors, Miss France, la chef, Miss France. Enfin, voilà, je fais des présentations un peu rapides. C'est vrai que c'est un spectacle, même dans le public d'ailleurs, parce que les gens se déguisent, ils portent des chapeaux. Ils s'amusent. L'Alsacien est joyeux, il aime bien. Il est joyeux, il est joueur également. Et il accepte en plus toute cette population qui vient de la France entière, du monde entier. Delphine Vespizer, Miss France 2012. Vous qui avez voyagé dans le monde entier, et dans la France, alors je ne dis pas évidemment, vous êtes quand même attaché à cette terre, vraiment à votre terre d'origine. Mais à cette région, et j'ai du mal en fait à l'expliquer, mais c'est... Il y a vraiment un sentiment d'appartenance et je pense que ça c'est quelque chose qui est chez tous les Alsaciens. On est fiers d'être Alsaciens et on se sent un peu comme une petite communauté effectivement. Ouais. Alors vous êtes magnifique avec vos cheveux rouges. Et c'est très marrant parce que dernièrement j'ai ressorti des dessins que je faisais en maternelle et quand je dessinais papa, maman, mon grand frère, je me dessinais au milieu avec les cheveux rouges déjà. Donc j'ai réalisé mon rêve. C'est notre mère Noël aujourd'hui. Voilà. Absolument. Je vous ai ramené les cadeaux. Bon je les ai pas encore mais je vais Le voir. rouge c'est devenu la couleur de Noël. Tout à réellement, fait. On le voit partout dans les décorations. Chef, vous n'avez pas besoin de venir en rouge. En revanche, j'ai vu qu'il y avait du vin rouge et du chou rouge. Exactement. On est dans le rouge de Noël aussi, carrément. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble, Michaela? Alors, aujourd'hui, nous allons faire des côtelettes de sanglier d'Alsace avec un chou rouge mariné aux épices, au vin rouge, bien sûr, au porte rouge, avec des knepfle en accompagnement. Des knepfle. Alors, knepfle, spätzle, c'est la même chose. Sauf que dans le Haut-Rhin, Bas-Rhin, on a des mots un peu différents pour dire la même chose. Mais justement, vous avez un accent qui n'est pas alsacien pour le coup, non? Non, je suis allemande. Ah, voilà. Oui, enfin, c'est pas très loin. C'est nos voisins. Il suffit de passer le Rhin C'est nos voisins. de l'autre côté. En attendant de cuisiner ces merveilleuses côtes de sanglier, on va retrouver Elena, notre spécialiste du tourisme aujourd'hui, qui est à quelques kilomètres d'ici, toujours sur la route des vins, du côté de Rijswijk. Vous pensez bien, Vincent, que je n'ai pas choisi ce village Rijswijk par hasard. Alors d'abord, il se trouve sur la route mythique des vins d'Alsace, très connue d'ailleurs pour le négoce du vin. Et c'est ensuite un village au charme fou, avec ses maisons de pierre ou ses maisons à colombage. Et je suis avec Yvan pour en parler. Bonjour Yvan. Bonjour Elena, bonjour. Alors nous sommes ici devant l'une des maisons à colombage les plus hautes d'Alsace. Est-ce que vous pouvez me raconter son histoire? On l'appelle d'ailleurs le gratte-ciel.
Le gratte-ciel, en effet, elle fait près de 25 mètres de haut, ce qui est un exploit pour l'époque où elle a été construite en 1561. En fait, au départ, c'était 2 maisons qui ont été construites sous un même pignon, ce qui explique sa hauteur. Il a fallu caser beaucoup de monde sur peu de place. Oui, parce que sur le sol, il y avait peu de place, donc on a tout pris en hauteur. Alors, il y a quelques signes qui nous disent à qui appartenaient ces maisons, comme les fameuses croix en bois. Les fameuses croix en bois, en chaise curule, qui sont un signe de richesse et de prospérité. Donc on imagine que c'était une famille assez aisée qui a construit cette maison, une famille de vignerons, c'est bien une maison vigneronne. Autre signe aussi, petit détail, c'est la signature de ce qu'on appelait le tâcheron. De quoi s'agit-il? Alors le tâcheron, c'est-à-dire à l'époque le tailleur de pierre, une fois qu'il avait fini son travail, qu'il avait fini son chantier, il gravait son signe dans une pierre et ça lui permettait de toucher son salaire. Alors on va revenir sur la richesse, qui est donc le négoce du vin. Et justement, les vignerons d'ici, de cette maison et d'ailleurs, exportaient le vin jusqu'où? Les vins de Ricquewihr étaient exportés dès la fin du Moyen-Âge dans toute l'Europe du Nord via les réseaux fluviaux, donc la rivière Lille et le Rhin, et même jusqu'à Saint-Pétersbourg. Alors il y a un autre édifice dont je voudrais qu'on parle ici à Ricquewihr, une autre tour, c'est le Dolder, qui veut dire la cime. Le Dolder, c'est la cime. C'est également un bâtiment qui fait plus de 25 mètres de haut. C'est une tour de guet, un beffroi et la porte d'entrée de la cité côté ouest. Alors ce que je vous propose, c'est de poursuivre notre balade ici à Ricquewihr, un des plus beaux villages de France et même d'après une très grande agence de voyage mondiale, un des plus beaux villages d'Europe. Merci Elena, à tout à l'heure. Alors moi j'adore Ricquewihr qui est sur la route des vins, pas très loin. Exact. Vous connaissez forcément ce village aussi. Oui, très joli. Et il y a aussi un très très beau marché de Noël où on peut manger les manala, les schnackala, le vin chaud. Les madala, les shtakala, enfin si vous ne connaissez pas, il faut venir ici. Vaut mieux pour se c'est des familiariser. brioches en forme soit d'escargot, soit de petits bonhommes avec des pépites de chocolat ou du raisin qu'on trempe dans le chocolat chaud. Et même certains mettront de la pâte à tartiner, enfin du metwurst, ça s'appelle, c'est très sexy. C'est de la saucisse de viande. La saucisse de foie, voilà. oui, C'est merveilleux. Sur la brioche, c'est très salé. Puis il y a un truc que j'aime bien dans votre région, Delphine, dans votre sud de l'Alsace, c'est les Fleischnacker. Oui, tout à fait. Une espèce de roulé de pâte et de viande, un peu le cannelloni alsacien. Qui est servi avec une soupe, un bouillon, effectivement. Quelle merveille. Bon, alors Ricquewihr, bien entendu, Ribeauvillé, où nous nous trouvons, toute une grappe de jolis villages le long de la route des vins. Et moi, j'aimerais qu'on parle de Kinsheim, par exemple, Stéphanie. Oui, Kinsheim, c'est aussi un village typique, avec ses maisons à colombages, ses remparts, et puis surtout ses vignes. Alors simplement, attention, il y a Kinsheim avec un E, c'est celui du Haut-Rhin, c'est celui dont on parle. Et puis Kinsheim sans E, c'est celui du Bas-Rhin. Et en GPS, parfois, on peut se tromper d'un Kinsheim à un autre. En tout cas, il est connu ce village parce qu'il s'est développé grâce au vin depuis le Moyen-Âge. Kinsheim est vendu au XVIe siècle à Lazare de Schwendi, qui fait du château sa résidence. Et aujourd'hui, on trouve encore ce château. Et devinez qui il y a dedans depuis 1973. C'est la confrérie Saint-Étienne. Ah, la fameuse. Oui, qui promeut le bon vin, qui a une grande œnothèque avec des vins. Certains les très vieux sont de 1834, du 19e siècle. Vous vous rendez compte? En tout cas, oui, on dit que les plus anciens vins conservés sont dans la confrérie Saint-Étienne. Voilà, donc Kinsheim, c'est le vin, c'est cette tradition, voilà. Et puis il n'y a pas que les villages, il y a des forteresses. Évidemment, puisqu'on est aux marches du pays, tout à l'est, des forteresses comme à Neuf-Brisac, par exemple. Ah bien oui, alors Neuf-Brisac, c'est vraiment une commune particulière. C'est la cité du roi, puisqu'elle est née en 1699 de la seule volonté du roi Louis XIV. Aujourd'hui, cette citadelle est considérée comme le chef-d'œuvre de Vauban. Il faut surtout la surplomber, la voir de haut pour se rendre compte de son architecture qui est unique en Europe, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa place d'armes, ses lignes pures et intactes, ses 48 quartiers dans un octogone régulier, ces fortifications bastionnées en font une visite unique. Et pour en profiter, il y a un tracé bleu qui vous mène sur les traces de Vauban. C'est une belle balade dans l'histoire. Alors, cher chef, allons-y. Est-ce qu'on cuit notre sanglier? On commence comment, Michaela? Voilà, on commence par découper le carré. C'est un carré... Oh là là, la belle bestiole. Ah, c'est du vrai carré, c'est un gros carré. Ah, c'est beau, c'est beaucoup plus rouge que le cochon, souvent. Oui, avec, bien sûr, une belle couche de... Est-ce que c'est graisse. fort, le sanglier? Non, pas du tout. Quand c'est un sanglier frais,
c'est pas fort du Voilà, tout. 2 ça suffit je pense hein, pour cuisiner ce matin. Oui. On a une poêle qui est bien chaude. On a une poêle qui est bien chaude. Est-ce qu'on a besoin de mettre de la matière grasse? Oui, un petit peu d'huile. Ah, vous faites à l'huile, vous? Oui. D'accord. Hop, 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 je me pousse alors. J'ai Voilà. toujours peur de l'huile dans une poêle chaude. On chauffe un petit peu plus. Voilà. Alors, on saisit les deux côtés. Hein? Ça y est, on démarre la cuisson du sanglier avec Michaela. On revient dans un instant. On va retrouver d'ici là Nathalie Schrangerma qui est du côté de Kaysersberg, qui nous fait découvrir un savoir incontournable en cette période de Noël que sont les boules en verre, bien entendu. Les souffleurs. Les souffleurs. Alors vous allez voir, ça vaut le coup. Exactement Vincent, et je peux te dire que ici, avec les fêtes de fin d'année, on ne chôme pas. Et oui, il faut les créer, toutes ces boules de Noël. Et bien justement, Julienne, que vous venez de voir passer devant moi, eh bien, elle va vous créer 7 boules de Noël. Cette boule avec ses couleurs bleu, nuit, vert, ces petites paillettes vertes, tous ces motifs. C'est ça qu'elle va réaliser sous vos yeux. Alors, ça va être un petit peu rock'n'roll, il va falloir la suivre car les mouvements s'enchaînent et surtout, la matière en fusion n'attend pas. Donc là, Julienne, vous avez cueilli au bout de votre canne la matière en fusion. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et là, je viens de récupérer de la couleur qui se trouve sur cette table. Et maintenant, je vais aller chauffer l'ensemble de ce morceau de verre dans le four qui est à 1200 degrés. Un four à 1200 degrés. Donc là, effectivement, on a récupéré tous ces débris de verre coloré qui vont donner la couleur à notre boule. Une fois terminé, on réchauffe le tout, hein, c'est ça, pour que le tout ne fasse qu'un. Voilà, pour que la couleur et le verre en fusion s'incorporent bien dans la masse. Une fois qu'on a obtenu un mélange parfait, attention, on continue le balai. Là, qu'est-ce qu'on fait ? Là, je suis en train de tourner dans le même sens pour façonner. Je commence à façonner mon décor, en fait. Elle façonne son berlingot. Et une fois que le berlingot est terminé, eh bien, on va mettre cette matière en fusion dans un moule pour lui donner justement les motifs souhaités. Le tout est retravaillé à la main avant de enfin pouvoir passer au soufflage à la bouche. C'est vraiment le moment le plus magique où la boule prend forme. Et une fois qu'on a obtenu notre boule, on va la mettre dans un four à 520 degrés pour refroidir. Vous allez me dire, 520 degrés, ça reste chaud. Bah oui, c'est normal parce qu'il faut qu'elle refroidisse doucement jusqu'au lendemain matin pour qu'elle ne se fissure pas pendant cette phase de refroidissement. Voilà, c'est ça la magie de Noël ici. Et tout à l'heure, ce que je vous propose, c'est de voir comment est-ce qu'on fabrique d'autres éléments de décoration, mais toujours fabriqués avec le verre en fusion, des ours, des pingouins, plein d'autres surprises. À tout à l'heure. Merci beaucoup Nathalie, à tout à l'heure. Delphine, bon, inutile de dire que, évidemment, comme enfant alsacienne, vous avez gardé ce goût des boules de Noël, de la décoration Noël. Oui, il y a toute une préparation qu'on fait en famille quelque temps avant Noël et c'est la réunion de famille. Donc voilà, il y a le papa qui doit mettre le sapin en place, nous on met les guirlandes, ma maman elle fait autre chose et tout. Et donc j'ai ce souvenir de la mise en place du sapin qui était tout un rituel. Stéphanie, il y a un autre lieu où on trouve cet esprit festif, mais toute l'année, ce sont les cabarets en Alsace. Il y a un vrai goût pour cela. Oui, puisqu'il y en a deux. Il y en a un pour le Haut-Rhin et puis un pour le Bas-Rhin. Dans le Haut-Rhin, c'est à Soultzmatt, sur la route des vins, entre Mulhouse et Colmar. Il existe depuis une dizaine d'années et c'est un music-hall dans la droite ligne des cabarets parisiens. Alors là-bas, il y a l'Elsace Cancan et puis il y a un autre cabaret à Kirchwiller. À Kirchwiller, c'est un petit village de 650 âmes. Alors on peut se demander pourquoi il y a le 3e music-hall de France quand même qui se trouve là-bas. C'est simplement qu'au départ c'était un petit dancing et puis le fils a repris l'affaire, Monsieur Meyer, et il en a fait un très grand cabaret, très très connu avec de grands restaurants et voilà, c'est très connu bien au-delà des frontières. Bien au-delà des frontières. On va tout de suite cuisiner le chou rouge. Alors c'est intéressant Michaela parce que je dirais qu'en dehors de l'Alsace et de l'Allemagne, du monde germanique on va dire, on a un peu peur de cuisiner le chou rouge. Pourtant, c'est très bon. C'est très très bon. Parce que à cru, c'est un peu piquant, c'est un peu craquant, éventuellement craquant, amer. En salade, c'est là, sympa. Oui, en salade. salade. En salade, c'est formidable, Ah oui. bien entendu. Mais là, on va le cuire. Alors, comment est-ce qu'on Voilà, fait là on va le cuire. On le marine, le chou rouge, avec du vinaigre Melfort. Ça va l'éclaircir d'ailleurs. Voilà, ça va l'éclaircir, garder la belle couleur. Ensuite, nous allons rajouter du porto rouge. Du porto, c'est incroyable. Rouge. Tout ça Et dans le bien même sûr, bac.
un pinot noir d'Alsace Ah, voilà. également. On va rajouter aussi du sucre également. Ah bon, Ça va encore du caraméliser, sucre? Oui, alors, ouais. on comprend pourquoi le chou rouge n'est pas amer ni trop piquant ouais. après. Et là- Je vous rappelle qu'on a mis du Melfort, c'est ce Melfort, vinaigre alsacien là, au miel, et aux épices. Et aux épices. Ensuite, des feuilles de laurier et des bâtons de cannelle, de l'anis. Ah oui, Ça de va la sentir badiane, Noël. l'anis étoilé. C'est beau en période de Noël. Hein. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, alors? On laisse reposer toute la nuit. Ah bon? Toute la nuit, on laisse mariner le chou. Et ensuite, le lendemain, on démarre la cuisson maintenant. Ah bah super, le temps d'aller visiter peut-être le château de Saint-Ulrich. Oui, tout à fait, l'un des 3 châteaux de Ribeauvillé, une des 3 ruines, et le plus grand et le plus ancien de ces 3 châteaux, appelé aussi le château de Ribeaupierre. Alors il faut dire qu'il a été édifié au XIe siècle. Aujourd'hui, c'est une ruine, mais voilà, qu'on peut voir, qui peut se visiter. Il est à 528 mètres d'altitude, donc Oui, on juste derrière domine. nous d'ailleurs. C'est très sympa. Alors il y a une petite histoire que je voulais relayer parce que qui peut donner froid dans le dos quand on regarde comme ça, on se rend pas compte, mais une criminelle célèbre, la dame Cunégonde d'Ugestein, fut enfermée au XVe siècle près de 20 ans dans le donjon et elle tenta de s'en échapper avec la complicité du guetteur. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle avait été accusée d'avoir étranglé son mari, Guillaume d'Ugestein, en 1487. Ah oui, dites donc, c'est un peu glaçant votre histoire là. Hein, votre histoire de pauvre homme étranglé qui erre peut-être la nuit dans les couloirs du Saint-Ulrich. Peut-être. hein. Oui, comme Elena est en train de errer dans les rues de Rigvière. Alors, pas du tout la même ambiance. Vous nous demandez souvent nos meilleures adresses, puisqu'on tourne partout en France. Bah, regardez plutôt Elena à Rigvière, elle va nous donner ses meilleures adresses pour ces journées. Il s'agit en fait, Vincent, de mon adresse coup de cœur ici à Rigvière, une maison 18e transformée en maison d'hôte. Alors, on commence par ce mur. Ça n'est pas qu'un simple mur de pierre, non, non. Ce mur, c'est le mur des remparts. Cette maison 18e, elle est adossée à ce mur et celui qui l'a restauré, eh bien, c'est Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors nous sommes dans une ville, un village médiéval et vous ici, dès qu'on rentre chez vous, on est transporté dans les années 50. Voilà, on raconte une histoire, un lieu, une histoire. Et effectivement, c'est les années 50 jusqu'au bout du bout. Alors vous avez tout restauré, tout chiné, refait faire par des menuisiers, des ferronniers, tout le mobilier ici. Vous en êtes à votre 5e maison. Votre passion finalement, ce sont les vieilles pierres d'Alsace et même mieux, les vieilles pierres de Rigvière. Oui, je suis venu à Rigvière d'abord pour les vieilles pierres, absolument. Avant toute chose, c'est les vieilles pierres, c'est l'histoire, et toujours ce qui m'intéresse moi, c'est créer des lieux de vie à des époques précises et surtout pas refaire la même chose, toujours faire quelque chose de différent. Donc 5 maisons et 5 maisons différentes. Alors ce que j'aimerais savoir aussi, j'ai remarqué en Alsace, à Ribeauvillé, à Rigvière notamment, que les maisons, elles ont une emprise au sol qui est assez étroite et plus on s'élève dans les étages, plus ça s'élargit. Oui, on construisait autour de fortifications, donc les emplacements étaient relativement limités, donc il fallait construire petit, étroit, et au rez-de-chaussée. Et ensuite, dans les étages, on pouvait agrandir un peu les maisons puisqu'il n'y avait pas d'emprise au sol. Alors cette maison, bien sûr, elle vous est ouverte puisqu'il s'agit d'une maison d'hôte. Ce que ne dit pas Jean-Luc, c'est que non seulement il restaure les maisons, mais il vous restaure vous aussi à table puisqu'il a une étoile au guide Michelin ici dans son restaurant à Rigvière. Je crois que je vais prendre assis. Merci Elena pour tes bons plans. Alors je crois Stéphanie que toi tu as une bonne adresse aussi à nous proposer du côté de Murbach. Oui, à Murbach, une maison d'hôte tenue par Sylvie Bronner. Elle a acheté dans les années 80 une ancienne étable, autrefois rattachée à l'abbaye de Murbach, pour en faire une maison d'hôte assez incroyable. Alors elle a consacré 33 ans de sa vie à raison de 6 mois par an pour faire ce chantier et aidée par sa fille qui est décoratrice, elle a réalisé la maison de ses rêves avec des chambres à coucher dans le plus pur style alsacien, mais aussi des saunas, des jacuzzis. Et tenir cette maison d'hôte pour elle, c'était un art de vivre, un rêve, un partage. Des saunas, des jacuzzis à Murbach. Moi, ça me donne envie. Est-ce que envie, tu n'aurais oui. pas une adresse ici, à Ribeauvillé, où on se trouve? Mais bien sûr, à Ribeauvillé. Ah ben, on a tout à magasin. On a tout. Des maisons d'hôtes, il y en a quand même pour accueillir tous nos touristes qui veulent se sentir bien aussi pendant cette saison. Pierre-Étienne Reiter, lui, c'est un passionné de patrimoine et il a racheté il y a 2 ans la grange du couvent de Ribeauvillé. Alors, il vient pas de la construction, lui, il travaille dans l'industrie, mais il a décidé de tout réhabiliter et surtout, ce qu'il a fait de très bien, il a investi 100 000 €, il a fait des chambres, il y a mis vraiment tout son cœur, tout son courage et aussi il a acheté de la vaisselle locale, tout est local jusqu'à tout ce qu'il y a dans l'assiette, tout vient made in Alsace. Donc et ça c'est important. le Cavor. Le Cavor à fond.
Alors, cher Michaela, alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a les knepfler Ah voilà. Ça, qui c'est sont les faits. knepfler, C'est à peu près la même pâte que les spätzle. C'est la même pâte, mais les knepflés, ils sont plus gros et plus, ils sont plus dodus. Et les spätzle, c'est un peu plus long. C'est ça? Knepfler, traduit en alsacien, c'est bouton. Ah oui. Knepfler, c'est un bouton. Mais le Alors ça knepfler- doit avoir les petits formes C'est de un peu boutons. plus gros, voilà. Alors, Voilà. comment Mais la pâte, c'est souvent C'est la la même. même. Oui, tout Souvent à la fait. même. Michaela, on voit que les choux Oui. rouges, ils ont Et compoté. là, Hein. le chou Voilà. Après ouais. les avoir laissés mariner, Et ça on les sent fait bon. compoter. Ça sent oui, les ça sent épices. très bon. Exact. Ça sent Ça les sent très bon. épices. Ouais. Alors les knepfler maintenant, on fait Bah, juste allons-y. poêler. Ils sont déjà cuits. D'accord, on les a Un cuits petit peu comme d'huile dans l'eau bouillante dans salée. l'eau bouillante. Une fois qu'ils remontent à la surface, Ils sont on prêts. les égoutte, on les refroidit. Il faut Et bien on les y va. laisser refroidir. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la recette sur le site. Ah, mais ça dort très vite, Là, Michaela. je vais hein. rajouter oui. du beurre pour D'accord. vous faire dorer maintenant. Et on fait sauter. Hop, sauter, hop. salé, poivré. Et Il faut que ça se colore. Oui, Hein, ce qui est important, ça c'est donne le justement... croustillant autour. Ça a la belle couleur et que ça croustille et que l'intérieur soit mou. C'est mou, voilà. Et là, ça sent extrêmement bon ce mélange entre... Alors, c'est sympa parce que je rappelle que Delphine, elle est végétarienne. Donc, oui, on a les côtes de sanglier. Mais oui, on a je vais quand goûter même ça, les les knepfler knepfler, pour, oui, tout à fait. pour Delphine. Nathalie Schrenger-Main est toujours du côté de Kaisersberg dans une verrerie qui, en cette période de Noël, multiplie les produits pour les fêtes, bien sûr. Exactement, Vincent. Il fait toujours aussi chaud ici au cœur de cet atelier. Alors tout à l'heure, je vous ai montré comment est-ce qu'on façonnait ces boules de Noël en verre soufflées à la bouche. Eh bien ici, pour illuminer votre sapin, on fait d'autres créations, comme par exemple ces ours blancs en verre translucide, ces ours polaires. Eh bien justement, la personne qui les réalise en ce moment sous vos yeux, c'est Cyril. Alors Cyril, il fait beaucoup d'allers-retours entre le four et son poste de travail, car on a très peu de temps pour façonner le verre. Vous avez combien de temps, Cyril, avant de devoir repasser au four? Le temps exact, je ne connais pas vraiment, mais on a très peu de temps parce qu'il faut savoir que le verre commence à se solidifier à peu près vers 800-900 degrés. C'est très physique comme métier finalement. Oui, ça c'est physique. C'est compliqué à réaliser une sculpture comme celle-ci, parce que là on n'est pas dans la boule de Noël soufflée à la bouche, c'est une autre façon de faire. C'est pas du tout la même chose. Hein. Donc la boule soufflée, la boule de Noël, c'est plus léger, c'est soufflé. Là, il faut savoir que je travaille du verre plein, donc c'est pas soufflé, c'est ce qu'on appelle du verre sculpté. Alors comment on fait justement en parlant de verre plein? On voit bien qu'il y a quelque chose là dans le corps, vous donnez corps à l'animal, la tête en revanche elle est translucide. Comment est-ce qu'on procède? Là, j'ai procédé j'ai fait une première poste, ce qu'on appelle une poste en blanc, donc pleine, et j'ai repris du verre incolore, enfin translucide, pour avoir cette partie, et j'ai tout mis vers devant pour avoir cette partie translucide au niveau de la tête. Alors là on voit que la création est quasiment terminée, qu'est-ce qu'il reste à faire? Voilà, maintenant j'ai plus qu'à le détacher et le mettre à l'arche. Et ben voilà, il ne reste plus qu'à le détacher. Bon ben j'espère en tout cas qu'on vous a fait rêver avec toutes ces belles créations ici façonnées sous vos yeux. D'ailleurs, regardez les spectateurs, ils sont nombreux ici et on les comprend. C'est bien d'avoir des boules de Noël, des objets dont on connaît la fabrication. Et c'est aussi une façon de soutenir l'artisanat français. Allez, joyeux Noël à tous. Merci beaucoup Nathalie, ça promet de jolis achats pour Noël. Et puisqu'on est en période pré-Noël, moi aussi j'ai ma liste de Noël. Et oui, parce que j'ai vu des très beaux livres de cuisine pendant cette année et j'ai envie de vous les faire partager. Alors j'en ai 5 pour vous, voyez, il y a de quoi faire. D'abord, le livre de François-Régis Gaudry, notre ami de France Inter qui est venu dans l'émission, un ami de l'émission. On va déguster, deuxième opus, on va déguster la France, qui est vraiment une encyclopédie de tout ce qui se mange en France. C'est absolument génial, comme l'est du pain, du vin, des oursins, qui est un peu le pendant corse de Nicolas Stromboni, avec découverte des producteurs et des plus beaux produits corses, ça également. Alors pour ceux qui sont vraiment des techniciens, qui savent faire la cuisine mais pas parfaitement, ou la pâtisserie, il y a 2 livres qui vont ensemble de la même collection, la pâtisserie, leçon pas à pas, et cuisine, leçon en pas à pas. Philippe Urraca pour la pâtisserie, Guillaume Gomez, le chef de la présidence de la République pour la cuisine. Et là, vraiment, c'est du didacticiel, et du tuto, comme on dit, puisqu'il y a des photos qui vous expliquent les pas à pas de chaque recette, ça c'est génial. Et puis pour ceux qui veulent un peu intellectualiser, je dis souvent la cuisine, c'est aussi de la physique et de la chimie. Eh bien, la cuisine, c'est aussi de la chimie, d'Arthur Lequesne. Ça aussi, c'est un livre qui explique le dessous des cartes, ce qui se passe du point de vue chimique dans vos poêles, dans vos casseroles. Voilà, 5 beaux bouquins pour vous faire offrir ou pour offrir, si vous êtes généreux au moment des fêtes. Ce ne sera pas de trop dans votre bibliothèque. Moi, en tout cas, je m'en sers. Les 5. Ça y est, on a presque terminé. Qu'est-ce que vous avez rajouté, Michaela? J'ai rajouté un petit peu des oignons pour donner un peu de des couleur oignons en nouveaux, même de la temps. cive. L'oignon Voilà. nouveau, Ouais, c'est beau, super.
Ah, c'est magnifique. Juste les tiges émincées. Émincé. Et nos côtes, Nos elles côtes sont juste sont poêlées. juste et le chou poêlées. rouge, il est compoté. Exact. On dresse les assiettes? On dresse les assiettes. Voilà, cette belle couleur. C'est vrai que ça, c'est super. Ça, c'est l'assiette de Delphine. Ah, merci. À qui je donne une belle fourchette. On va Elle va goûter pouvoir ça. goûter. Elle dira si les kneflets sont meilleurs que celles de sa maman. Merci Michaela pour Avec plaisir. cette belle recette. Vous avez suivi la recette un peu ici à Merveilleux. Ribeauvillé? Waouh. Oui, dit-il, affamé. Bon, chez vous, inutile de vous dire qu'il va être un peu particulier de trouver un sanglier en descendant au marché. On peut refaire la même recette avec du cochon. Vous avez la recette sur notre site, bien entendu. J'ai envie de dire, en cette période de fête venant, eh bien, passez une belle journée et surtout un beau déjeuner. Pensez au chou rouge. Hein, merci Delphine. Merci. Merci, à bientôt.